Promo Week, le podcast, spécial Trophée Logement et Territoire 2021. Retrouvons maintenant les intervenants du grand débat, animé par Pascal Bonnefille, autour du thème logement, les propositions des professionnels. Anne-Sophie Grave, vous êtes présidente du directoire depuis maintenant 1 an. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit bilan de l'année écoulée ? Alors cette année 2021 a été une année très active pour le groupe CDC Habitat, puisque nous mettrons en chantier en 2021 plus de 28 000 logements. Nous avons contribué au plan de relance notamment aussi du logement locatif social, en nous positionnant en fait sur davantage de fonciers, de bâtiments à recycler, de reconversion de friches. Donc nous avons remonté en fait la chaîne de production pour aller nous positionner sur des fonciers plus à risque, mais c'est le moyen aussi de permettre en fait à des projets d'émerger et comme cela de pouvoir sécuriser d'une certaine façon la production des années à venir. Donc une année très très active pour le groupe CDC Habitat. Nous avons aussi, considérant qu'on était à un tournant dans les modes d'habiter demain et les modes de production demain aussi, si on prend en considération la loi climat. Donc d'où cette préoccupation pour nous de renforcer aussi l'innovation au sein du groupe, notamment sur les modes de production. Et je reviens donc à cette question en fait du recyclage, qui pour moi en fait sera un moyen de résoudre cette équation compliquée pour les années à venir. C'est comment on produit plus en artificialisant moins les sols, ce qui est bien l'enjeu de la loi climat. Fameuse non-artificialisation des sols qui a été intégrée donc à la loi climat durant l'été. J'ai vu également que vous aviez signé un protocole pour développer une offre locative intermédiaire. Est-ce que vous pourriez me présenter les buts et les objectifs justement de ce protocole ? Alors pour nous, le logement intermédiaire est un moyen en fait de répondre à un besoin qui est le besoin en fait d'un certain nombre de candidats en fait à la location, qui aujourd'hui n'ont pas accès au logement social, mais n'ont pas accès non plus au logement libre. Voilà, donc sur le logement intermédiaire, on est sur un niveau de loyer où on va être à peu près de 13 à 15% inférieur au loyer du marché. Et en fait, c'est aujourd'hui un logement. On a regardé, nous, qui ont logé en fait dans nos logements intermédiaires. Et si je prends un peu le portrait robot du locataire du logement intermédiaire aujourd'hui, je dirais c'est un jeune ménage de 38 ans, un enfant qui va rester 5 ans dans le logement intermédiaire et qui va après partir vers l'accession. Donc on voit bien que c'est un moment du parcours résidentiel complètement essentiel. Alors c'est un produit effectivement qu'on va trouver plus dans les territoires tendus, là où il y a ce type de besoin. Et donc pour nous, c'était important de pouvoir accélérer en fait cette production de logements intermédiaires. Donc on est déjà un gros acteur en fait de la production de logements intermédiaires en France, mais par ce protocole, effectivement, on s'engage, comme d'autres, à augmenter la production de 50%, parce qu'on est convaincu que c'est un moyen de répondre finalement aux besoins de diversifier de logement. Ça répond aussi aux besoins du logement des travailleurs essentiels ou des travailleurs clés. Et d'ailleurs, dans ce protocole, on s'engage à nouer des partenariats avec de gros employeurs publics ou privés, justement pour faciliter aussi le logement de ces travailleurs essentiels. La ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, a récemment présenté ses propositions pour le logement de demain. Il y en a notamment une qui a fait pas mal réagir, à savoir la volonté d'en finir, ou en tout cas de limiter à l'avenir la maison individuelle. Or, on voit que depuis le Covid, il y a un désir de plus en plus prégnant des Français justement d'avoir leur propre maison avec leur propre espace, souvent en périphérie des grands espaces urbains. Comment vous avez jugé, vous, au sein de CDC Habitat, cette petite contradiction entre les propos de la ministre et l'aspiration réelle, ou en tout cas supposée, des Français justement vers le logement, vers une maison classique, on va dire. Alors ça rentre pleinement dans le paradoxe aussi que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'effectivement il faut construire davantage et puis être économe des espaces, mais aussi je dirais dans le même temps prendre en considération les attentes des Français, et notamment suite à la crise sanitaire. On voit bien qu'il y a des attentes beaucoup plus fortes sur des espaces extérieurs généreux, de la nature en ville. Donc je dirais que c'est à nous, opérateurs, de concevoir finalement avec les collectivités des quartiers dans lesquels ils
ils soient agréables de vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des quartiers qui doivent être équilibrés, dans lesquels on trouve effectivement pas mal de nature en ville. On trouve aussi tous les usages, c'est-à-dire des commerces de proximité, de l'activité, de la mixité, je dirais, fonctionnelle. Et je pense que c'est de cette façon-là qu'on pourra résoudre encore une fois, ce paradoxe que nous avons devant nous, avec des souhaits qui peuvent paraître contradictoires, mais aussi avec des débats sur lesquels je pense qu'il faut qu'on fasse beaucoup de pédagogie, notamment sur la densité, puisque finalement cette question-là revient aussi à la question de la densité des quartiers que nous allons concevoir demain. Et il y a une grande différence, si vous voulez, entre la densité réelle et la densité perçue. Donc en fait, on peut avoir des quartiers denses dans lesquels il soit très agréable à vivre, et puis des quartiers peu denses dans lesquels, en fait, en réalité, il n'est pas agréable de vivre. Donc c'est bien à nous. Et puis l'habitant, il se pose pas ces questions-là. L'habitant, il se dit pas est-ce que c'est dense, pas dense. Il se dit voilà, si je vais habiter là, est-ce que je vais être heureux, est-ce que je vais avoir est-ce qu'on va favoriser le vivre ensemble, est-ce que j'aurai tous les usages dont j'ai besoin, et puis est-ce que j'aurai cet accès à la nature qui aujourd'hui, voilà, suite à la crise sanitaire, je pense que c'est une affirmation forte de la part de nos concitoyens dans leurs besoins en fait d'habitat de demain. Ce qui signifie que les deux ne sont pas incompatibles et qu'il peut très bien y avoir plus de maisons individuelles avec des espaces pour chacun, tout en maintenant justement peut-être une densité plus importante et donc en évitant une artificialisation toujours croissante des sols. Donc en fait les deux peuvent être... on peut trouver une solution pour les deux si tant est que l'équilibre soit justement trouvé. En fait, c'est un peu la question des formes urbaines qui sont posées derrière cette question. On peut très bien avoir, si vous voulez, par exemple, des maisons de ville qui finalement sont relativement denses et dans lesquelles vous allez trouver justement un espace de jardin et qui seront tout à fait agréables à vivre. Après, ça dépend aussi des territoires. On a aussi évoqué le recyclage foncier, la requalification de bâtiments anciens. Et je vois, moi je vois dans tous ces sujets autant d'opportunités en fait de construire différemment la ville de demain. Dernière question, l'élection présidentielle approche à grands pas. Ça a été pas mal abordé durant le débat tout à l'heure, notamment sur la place qui est accordée au logement et à l'habitat par les différents gouvernements depuis maintenant plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Quelles sont, selon vous, les propositions clés, en tout cas les engagements que devraient prendre les candidats à la future élection présidentielle dans ce moment charnière, comme vous l'avez expliqué, après la crise du Covid, après a priori une nouvelle aspiration des Français pour le logement. Quelles sont les propositions clés justement que devraient faire les aspirants présidents pour l'élection qui se profile? Alors, je vais reprendre, mais de façon très résumée, les propos que j'ai pu tenir dans la table ronde de ce matin. Effectivement, moi, je formule un vœu. Déjà, c'est que, en fait, on n'est pas un ministère qui se limite au logement, mais qu'on est demain un grand ministère de la ville, du logement et de l'aménagement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand on construit du logement, en réalité, on s'intéresse à un quartier, on s'intéresse à un territoire, on s'intéresse à des usages, on a parlé de la densité aussi. Donc on voit bien qu'il y a une complexité en fait de projets à porter. Et ceci, effectivement, ne peut s'envisager que dans un cadre plus large que la simple composante logement. Ensuite, moi j'ai deux sujets, je dirais, de fond en fait, qui m'intéresseraient effectivement dans la période qui vient. C'est comment on renforce la territorialisation des politiques de l'habitat. Alors, est-ce que c'est, je dirais, un acte de décentralisation des politiques du logement et de l'habitat plus fort demain? Est-ce que c'est par le biais des contrats territoriaux qui ont été proposés par la commission Rebsamen, qui permettraient effectivement à des collectivités de pouvoir, sur des secteurs bien identifiés, des secteurs tendus, par exemple, de déroger, je dirais, à certaines réglementations pour pouvoir intensifier la densité ou pour pouvoir surtout accélérer les projets, voilà, de pistes. Et puis je pense qu'on aura besoin effectivement, notamment sur les stratégies foncières, parce qu'on voit bien que c'est l'enjeu majeur de demain. Je reviens à mon paradoxe, produire davantage mais en artificialisant moins. On aura besoin effectivement sur tout ce qui peut être reconversion de friches, recyclage de bâtiments. On sait que ce sont des projets au long cours, des projets plus compliqués à sortir, des projets qui ont plus de difficultés aussi à trouver leurs équilibres économiques. Donc voilà quel type d'incitation on pourra mettre en œuvre demain
pour permettre à ces projets de sortir. Donc voilà, la territorialisation des politiques du logement et de l'habitat, et puis une grande politique foncière.